Je m'appelle Audrey, à 24 ans, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais à fuir ma propre famille. Grandir en tant que fille unique dans notre foyer américain traditionnel signifiait une chose, j'existais pour servir les hommes, en particulier mon jeune frère, Patrick. Pendant des années, j'ai préparé ses repas, lavé ses vêtements et nettoyé ses dégâts pendant qu'il se prélassait en jouant à des jeux vidéo. Mais le jour où j'ai finalement refusé, mon père m'a battu si brutalement que j'en garde encore des cicatrices physiques et émotionnelles. Ce qui s'est passé ensuite a changé nos vies à jamais. Avant de poursuivre mon récit, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Indiquez votre position dans les commentaires, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour savoir comment j'ai transformé ce cauchemar en libération. Mon enfance dans la banlieue du Michigan semblait parfaite de l'extérieur. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse parfaitement entretenue et sa clôture blanche, était l'incarnation du rêve américain. Mais derrière ces murs vivait une famille figée dans les années 1950, où les hommes étaient rois et les femmes n'existaient que pour les servir. Mon père, James Wilson, dirigeait notre foyer d'une main de fer. Cadre prospère dans une entreprise automobile, il ramenait à la maison un salaire impressionnant dont ma mère me rappelait constamment qu'il lui donnait le droit d'établir toutes les règles. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel qui semblaient seulement ajouter à sa présence autoritaire, papa imposait le respect et l'obéissance immédiate. Sa parole faisait loi, et le remettre en question était considéré comme la plus haute forme d'irrespect. Ma mère, Eleanor, avait été une brillante étudiante qui rêvait de devenir enseignante. Au lieu de cela, elle a épousé mon père à 22 ans et est devenue exactement ce que sa propre mère l'avait formée à être. La parfaite femme au foyer. Elle préparait des repas élaborés, gardait notre maison impeccable et répondait à tous les caprices de mon père. Ses cheveux blonds étaient toujours parfaitement coiffés, ses vêtements modestes mais présentables, et son sourire toujours présent, même si ses yeux racontaient une autre histoire. Puis il y avait mon frère Patrick, de 3 ans mon cadet, mais traité comme un roi dès sa naissance. Je me souviens encore du jour où mes parents l'ont ramené de l'hôpital. Mon père avait annoncé fièrement, « Maintenant, nous avons notre fils », comme si je n'avais été qu'un simple exercice avant qu'il n'obtienne ce qu'il voulait vraiment. Les différences de traitement sont apparues très tôt. À Noël, quand j'avais 10 ans, j'ai déballé un ensemble de cuisine jouets avec des aliments en plastique et de minuscules casseroles et poêles. À 7 ans, Patrick a reçu un gant de baseball, une voiture télécommandée et une console de jeux vidéo. Ces objets l'aideront à développer des compétences importantes, a expliqué mon père lorsque j'ai demandé pourquoi Patrick recevait autant de cadeaux. Nos listes de corvées étaient tout aussi déséquilibrées. À l'âge de 12 ans, je devais faire la vaisselle, plier le linge, passer l'aspirateur et aider maman à préparer le dîner. Patrick n'avait qu'une seule corvée, sortir les poubelles 1 fois par semaine, et même cela était considéré comme une énorme contribution au ménage. Tu dois acquérir ces compétences, disait Audrey, maman, en m'apprenant à repasser les chemises de papa. Un jour, tu auras un mari dont tu devras t'occuper. Lorsque je ramenais des à la maison ou au lycée, mes parents me disaient brièvement bon travail avant de changer de sujet. Lorsque Patrick a réussi à obtenir une moyenne de C+, ils l'ont emmené manger une glace pour fêter son progrès. L'école est plus facile pour les filles, explique mon père avec dédain. Patrick doit travailler 2 fois plus dur, donc ses résultats ont plus de valeur. J'ai essayé d'accepter cette logique, de croire que mon rôle était prédéterminé par mon sexe, mais quelque chose en moi s'est rebellé contre cette notion. J'ai trouvé refuge dans les livres, en lisant des histoires de femmes qui défiaient les attentes et traçaient leur propre chemin. Je restais tard à l'école pour utiliser les ordinateurs de la bibliothèque, faire des recherches sur les établissements d'enseignement supérieur qui offraient des bourses et planifier mon évasion. Mon assiduité scolaire a porté ses fruits lorsque j'ai reçu une bourse complète pour une université située à 300 miles de la Pointe. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir pour une vie différente. Le soir où j'ai annoncé à mes parents que j'avais obtenu une bourse, espérant au moins une approbation à contre-cœur, mon père a froncé les sourcils. L'université est une perte de temps pour les filles, a-t-il déclaré. Tu devrais te concentrer sur la recherche d'un mari. Ma mère a acquiescé. Ma mère acquiesce. Réfléchis, Audrey. 4 ans d'études alors que tu pourrais fonder une famille. Ce n'est que lorsque j'ai expliqué que la bourse couvrait tout, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas à contribuer financièrement, que mon père a accepté à contre-cœur. D'accord, fais-toi une raison, mais ne reviens pas avec ces idées féministes. Ces 4 années à l'université ont été transformatrices. Je me suis épanouie dans un environnement où mon intelligence était valorisée,
où les professeurs m'encourageaient à m'exprimer en classe et où je pouvais rêver d'un avenir limité uniquement par mon ambition et non par mon sexe. Je me suis liée d'amitié avec des femmes qui avaient l'intention de devenir médecin, avocate ou PDG. Je suis sortie avec des hommes qui me respectaient en tant qu'égal. Pour la première fois, j'ai réalisé que la dynamique de ma famille n'était ni normale ni saine. Plus je prenais de distance, physiquement et émotionnellement, plus je voyais clairement les dysfonctionnements dans lesquels j'avais grandi. Malgré cette prise de conscience, une partie de moi aimait toujours ma famille et espérait que ma réussite finirait peut-être par changer leur point de vue. J'étais loin de me douter que mon séjour à l'étranger n'avait fait que renforcer leurs croyances sur les rôles des hommes et des femmes, et que mon retour à la maison déclencherait une confrontation qui changerait le cours de notre vie à tous. J'ai obtenu mon diplôme en gestion d'entreprise avec la mention summa cum laude, traversant l'estrade la tête haute sous les applaudissements de ma colocataire et de ses parents. Ma propre famille avait refusé d'assister à la cérémonie, citant en priorité le tournoi de baseball de Patrick. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Cette réussite n'appartenait qu'à moi et personne ne pouvait me l'enlever. J'avais l'intention de trouver un emploi à Chicago ou à New York, des villes où mes compétences seraient appréciées et où je pourrais me construire une vie loin des contraintes de la maison de mon enfance. Mais l'obtention de mon diplôme en 2009 a coïncidé avec la pire récession économique depuis des décennies. Les entreprises qui recrutaient sur les campus ont soudain gelé les embauches. Des offres d'emploi ont été annulées. Même mes brillants camarades de classe qui avaient des relations se sont retrouvés à retourner vivre chez leurs parents. Mon compte en banque s'amenuisant et n'ayant pas de perspective d'emploi immédiate, j'ai appelé à la maison à contre-cœur. Bien sûr que tu peux revenir, m'a dit maman. Et j'ai perçu une note de satisfaction dans sa voix. Ta chambre est exactement comme tu l'as laissée. J'ai fait mes valises, j'ai dit adieu à la liberté que j'avais goûtée et je suis retournée dans le Michigan en me promettant que ce ne serait que temporaire. 3 mois, ai-je décidé. 3 mois pour trouver un emploi et m'échapper à nouveau. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée avec des cartons de manuels et des vêtements professionnels achetés pour des entretiens qui ne se sont jamais concrétisés, j'ai senti que rien n'avait changé. À eu contraire, le fossé entre les sexes dans notre foyer s'était encore creusé pendant mon absence. Patrick, aujourd'hui âgé de 22 ans, était devenu plus grand que notre père et avait adopté le même comportement autoritaire. Elle avait abandonné l'université communautaire après un semestre, sous prétexte qu'elle n'était pas assez stimulante, et vivait maintenant à la maison tout en cherchant à se débrouiller. Apparemment, cela impliquait de jouer à des jeux vidéo, de rencontrer des amis dans des bars et de dormir jusqu'à midi. Le premier matin après mon retour, je suis descendue et j'ai trouvé Patrick assis à la table de la cuisine, en train de faire défiler son téléphone pendant que maman préparait son petit déjeuner. « Bonjour, Frangine », dit-il sans lever les yeux. Maman fait des crêpes. J'aime les miennes avec des pépites de chocolat. L'attente était claire, j'étais censée me jeter à l'eau et l'aider à servir. A eu lieu de cela, je me suis servi une tasse de café et je me suis assise pour consulter les offres d'emploi sur mon ordinateur portable. « Audrey », murmure maman avec insistance, « viens m'aider. Ton frère a faim. » « Patrick a 2 mains, ai-je répondu en gardant ma voix ferme. Il peut prendre ses propres crêpes quand elles sont prêtes. Un regard choqué a traversé le visage de ma mère. Comme si j'avais suggéré quelque chose d'obscène. Patrick a levé les yeux au ciel avec une expression d'incrédulité amusée. « L'université a fait de toi une vraie salope, hein ?» a-t-il dit avec désinvolture. Au lieu de le réprimander pour son langage, maman s'est empressée de placer une assiette remplie de crêpes devant lui, puis m'a lancé un regard désapprobateur. Cette interaction a donné le ton pour les semaines qui ont suivi. Je me levais tôt pour postuler à des emplois en ligne, puis je quittais la maison pour me rendre à des événements de réseautage ou pour travailler sur des candidatures à la bibliothèque locale. À mon retour, je trouvais des traces de la journée de Patrick, vaisselle sale dans l'évier, serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain. Son linge s'entassait devant ma porte, dans l'attente implicite que je le lave. Ton frère est très occupé par sa recherche d'emploi, a expliqué maman lorsque j'ai demandé pourquoi je devais m'occuper de ses dégâts. Je lui ai fait remarquer que je cherchais moi aussi un emploi. C'est différent, a-t-elle répondu. Il se concentre sur des carrières à fort potentiel. Tu devrais le soutenir au lieu d'être aussi égoïste. La vérité, c'est que la recherche d'emploi de Patrick consistait à parcourir de temps en temps les annonces avant de déclarer que rien ne valait la peine qu'il s'y attarde. Pendant ce temps, j'avais créé des feuilles de calcul pour suivre les candidatures,
J'avais pris contact avec les responsables du recrutement et je m'entraînais quotidiennement à poser des questions lors des entretiens. Un après-midi, j'étais au milieu d'un entretien téléphonique pour un poste de marketing de niveau débutant lorsque Patrick a fait irruption dans ma chambre sans frapper. J'ai besoin des clés de la voiture, a-t-il annoncé bruyamment. J'ai couvert le téléphone et j'ai murmuré furieusement. Je suis en entretien. Il a roulé des yeux et a continué à voix haute. Donnez-moi juste les clés. Mes amis m'attendent. L'interlocuteur au téléphone a clairement entendu la perturbation. Le moment est-il mal choisi, mademoiselle Wilson, demande-t-elle. Non, je suis vraiment désolée, ai-je bredouillé. Mais le moment professionnel a été brisé. L'enquêtrice a mis fin à l'appel en promettant de me recontacter, mais je savais que j'avais perdu l'occasion. Lorsque j'ai interrogé Patrick sur son comportement, il a haussé les épaules. Ce n'est pas de ma faute si vous avez fait votre petite interview en plein milieu de la journée, alors que les gens essaient de vivre leur vie. Et la situation avec mon père n'était pas meilleure. Chaque soir, au dîner, il m'interrogeait sur ma recherche d'emploi tout en reconnaissant à peine l'absence totale de progrès de Patrick. Assistant administratif, se moquait-il lorsque j'évoquais un entretien. Ce n'est pas à la hauteur de ton niveau d'études. Tu devrais plutôt chercher un mari. De toute façon, les carrières féminines sont secondaires. L'ironie du fait qu'il ait à la fois rejeté mes ambitions professionnelles et critiqué mes objectifs de travail ne m'a pas échappé. Le point de rupture s'est produit un dimanche soir. J'avais passé l'après-midi à me préparer à un entretien important le lendemain, en faisant des recherches sur l'entreprise et en préparant des questions réfléchies. Lorsque je suis descendue pour me préparer une tasse de thé, j'ai trouvé la cuisine en désordre. La vaisselle était empilée dans l'évier, des miettes couvraient le comptoir et une casserole de pâtes à moitié mangée se figeait sur la cuisinière. Patrick était affalé sur le canapé du salon, regardant un match de football, entouré de canettes de soda vide et de sachets de chips. Patrick, peux-tu ranger ton bazar dans la cuisine, s'il te plaît ? Je lui ai demandé. Je dois me préparer pour mon entretien de demain. Et elle n'a même pas détourné son regard de la télévision. C'est le travail des femmes. Maman le fera quand elle reviendra de son église. Quelque chose s'est brisé en moi. 4 années d'éducation et de croissance, au cours desquelles j'ai été traité comme un être humain de valeur, avec des idées et un potentiel, m'ont empêché d'accepter ce traitement en silence. Non, dis-je fermement. Maman n'est pas ta bonne, et moi non plus. C'est toi qui as mis le bazar, c'est toi qui le nettoies. Cela a attiré son attention. Il s'est retourné pour me regarder avec une expression de réelle confusion, comme si j'avais commencé à parler une langue étrangère. « Quel est votre problème ? demanda-t-il. C'est ainsi que les choses fonctionnent ici. Les femmes font le travail des hommes, les femmes font le travail des femmes. Point. Ce n'est plus comme ça que fonctionne le monde réel, ai-je répondu. Dans le monde réel, les adultes nettoient derrière eux, quel que soit leur sexe. Patrick s'est levé, utilisant sa taille pour essayer de m'intimider. Ce n'est pas le monde réel. C'est la maison de papa, et dans la maison de papa, on fait ce qu'on nous dit. Je ne toucherai pas à cette vaisselle, dis-je calmement. Et je ne ferai plus ta lessive non plus. Son visage rougit de colère. Papa va la prendre. Tant mieux, répondis-je. Il était temps que nous ayons cette conversation. Lorsque mes parents sont rentrés à la maison et qu'ils nous ont trouvés, Patrick et moi, dans une impasse, la cuisine étant toujours un désastre, le visage de mon père a pris une teinte rouge inquiétante. Réunion de famille, annonça-t-il d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Salon maintenant. Le salon avait toujours été le lieu des réunions de famille, ces occasions rares mais significatives où mon père ressentait le besoin d'aborder ce qu'il appelait les corrections de comportement. Le mobilier formel, rarement utilisé en dehors de ces réunions et des visites de la société, semblait amplifier la gravité de la situation. Mon père prit sa place habituelle dans le grand fauteuil en cuir dont tout le monde comprenait qu'il lui appartenait exclusivement. Ma mère se percha nerveusement sur le bord de la banquette assortie, les mains agitées par le pendentif en forme de croix qu'elle portait toujours. Patrick s'est affalé avec assurance sur le canapé, un bras tendu sur le dossier dans une posture de droit décontracté. J'ai choisi de rester debout, un petit geste de défi qui n'est pas passé inaperçu. Assieds-toi, Audrey, ordonne mon père. Je préfère rester debout, merci,
répondis-je calmement. Sa mâchoire s'est crispée, mais il a apparemment décidé que ce n'était pas la bataille qu'il voulait mener en premier. Très bien. Reste debout si tu veux être difficile. Les lourds rideaux étaient tirés contre la lumière du début de soirée, et la pièce était d'une chaleur oppressante. Des photos de famille s'alignaient sur la cheminée, soigneusement disposées pour montrer nos moments supposés heureux, vacances, fêtes, événements scolaires. En les regardant maintenant, j'ai remarqué que sur presque toutes les photos, ma mère et moi étions placés légèrement derrière mon père et Patrick. Mon père a commencé par dire, de sa voix de cadre supérieur, qu'il y avait un problème d'attitude dans cette maison. Il a fixé son regard sur moi. Patrick m'a dit que tu refusais de participer aux tâches ménagères. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas exact, papa. Je refuse de nettoyer les dégâts que Patrick fait et qu'il est parfaitement capable de gérer lui-même. L'expression de mon père s'assombrit. Dans cette famille, nous avons des valeurs traditionnelles. Cela signifie que nous avons tous nos rôles. Et ces rôles sont déterminés par le sexe plutôt que par l'équité ou les capacités ? Demandai-je. Ne faites pas le malin avec moi, a-t-il répliqué. Ces rôles sont déterminés par des milliers d'années de civilisation humaine. Les hommes fournissent et protègent. Les femmes nourrissent et soutiennent. C'est l'ordre naturel. J'ai pensé à mes professeurs, aux femmes cadres qui avaient assisté à nos cours de commerce et à mes camarades de classe qui avaient des projets de carrière ambitieux. Aucune d'entre elles ne semblait enfreindre l'ordre naturel. Papa, je respecte tes convictions, ai-je dit prudemment. Mais j'ai passé 4 ans à apprendre la gestion d'entreprise et d'organisation. Les recherches modernes montrent que les ménages et les lieux de travail fonctionnent mieux lorsque les responsabilités sont partagées équitablement. Mon père a balayé cette idée d'un revers de la main. C'est de la propagande libérale de la part de vos professeurs. Le monde réel fonctionne différemment. Mais j'ai vu le monde réel, ai-je rétorqué. Et dans le monde réel, les hommes adultes n'attendent pas de leur sœur qu'elle fasse leur lessive. Patrick ricane. Regardez mademoiselle féministe ici. Elle a obtenu un diplôme universitaire et se croit soudain trop bonne pour aider sa famille. Je me suis tournée vers lui. Je suis heureuse d'aider notre famille. Ce que je ne suis pas heureuse de faire, c'est d'être votre servante personnelle alors que vous ne contribuez en rien. Ma mère a enfin pris la parole, la voix tendue. Audrey, je t'en prie. Ton frère travaille dur à sa manière. Il a besoin de soutien en ce moment. Et mes besoins à moi, lui ai-je demandé. Je cherche aussi un emploi. J'ai aussi du stress. Pourquoi son temps est-il plus précieux que le mien ? Point. C'est à ce moment-là que ma mère a prononcé les mots qui allaient changer à jamais la façon dont je la voyais. Tu es une fille. Tu le sers. C'est un garçon. Il mérite mieux. La salle est restée silencieuse. Puis Patrick parut légèrement mal à l'aise devant la façon explicite dont elle avait énoncé la philosophie familiale. Alors je mérite moins. Parce que je suis née femme, ai-je demandé à voix basse. Mon père s'est levé, me dominant de toute sa hauteur. Arrêtez de jouer les victimes. Il s'agit de responsabilité et de respect. Ta mère et moi avons travaillé dur pour t'offrir un bon foyer, et c'est comme ça que tu nous remercies, en apportant des idées radicales et en perturbant la paix. Je demande juste à être traité avec dignité, ai-je répondu, en m'efforçant de garder ma voix stable. La dignité se gagne par le service, a-t-il rétorqué. Et en ce moment, vous manquez à vos devoirs les plus fondamentaux. Le linge de Patrick est là depuis 3 jours. Soit vous faites votre travail, soit vous trouvez un autre endroit où vivre. L'ultimatum est en suspens. Faire sa lessive ou partir. J'ai regardé leurs visages respectifs. La juste colère de mon père. La désapprobation anxieuse de ma mère. Mon frère s'attendait avec suffisance à ce que je finisse par céder, comme je l'avais toujours fait auparavant. À ce moment-là, j'ai fait mon choix. Non, ai-je dit simplement. Je ne le ferai pas. Le visage de mon père s'est déformé de rage. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? J'ai dit, non, j'ai répété plus fort cette fois. Je ne ferai pas la lessive de Patrick. Je ne nettoie pas ses dégâts. Je ne prépare pas ses repas pendant qu'il s'assoit et regarde. Je suis une adulte, avec un diplôme universitaire.
Pas une servante, le premier coup est arrivé si soudainement que je n'ai pas eu le temps de réagir. La paume ouverte de mon père a heurté ma joue avec une telle force que j'ai trébuché en arrière. Le choc me figea sur place, alors même que la piqûre se répandait sur mon visage comme un feu. James, ma mère, a sursauté mais n'a pas fait un geste pour intervenir. Espèce de petite salope ingrate, grogna mon père en s'avançant vers moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi, son coup suivant m'a fait tomber par terre. J'ai levé les bras pour protéger mon visage alors qu'il me dominait. Il m'a attrapé le bras, m'a tiré à moitié vers le haut, puis m'a repoussé vers le bas. Tu crois que tu sais mieux que moi comment ma maison devrait fonctionner? J'ai aperçu Patrick qui regardait, un mélange troublant de choc et de satisfaction sur son visage. C'était la leçon qu'on lui avait toujours enseignée. Les femmes qui sortent du rang sont remises sur le dos à leur place. Le pied de mon père s'est heurté à mes côtes, provoquant une explosion de douleur dans mon flanc. Je ne tolérerai pas la désobéissance dans ma maison. Malgré la douleur et la peur, j'ai vu ma mère se couvrir la bouche, des larmes coulant sur son visage, mais elle est restée assise. Son silence était aussi douloureux que les coups de mon père. L'agression s'est poursuivie pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui a probablement duré moins d'une minute. Chaque coup était ponctué de ses vociférations sur le respect, la tradition et mon ingratitude. Lorsqu'il recula enfin, respirant difficilement, je restai recroquevillé sur le sol, le corps palpitant de douleur. « Lève-toi » ordonna-t-il froidement. Lentement, je m'agenouillai, puis me levai, en m'appuyant sur le mur. Je sentais le goût du sang à l'endroit où ma lèvre s'était fendue. Et elle me dit alors, d'une voix mortellement calme, « Tu vas monter à l'étage ? Faire la lessive de ton frère, puis tu resteras dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser pour ton comportement. » Je suis resté là, à osciller légèrement, sans rien dire. « Tu m'as entendu ?» demanda-t-il. « Oui » ai-je murmuré. Non pas pour me soumettre, mais parce que c'était tout ce que je pouvais faire malgré la douleur. « C'est bien. Allez-y. » J'ai boité vers les escaliers, consciente que leurs yeux étaient braqués sur moi. Ma mère a enfin bougé, tendant la main comme pour m'aider. « Ne le fais pas » l'avertit mon père. C'est elle qui l'a provoqué. Alors que je montais les escaliers, une marche douloureuse à la fois, j'entendis la voix de ma mère, petite et défaite. Audrey aurait dû savoir qu'il ne fallait pas le provoquer de la sorte. À ce moment-là, j'ai compris que cette maison n'avait jamais été un foyer pour moi. C'était une prison et ma famille n'était pas mes protecteurs mais mes geôliers. J'ai gagné ma chambre et j'ai fermé la porte. À travers le mur, je pouvais entendre la télévision se rallumer en bas, les bruits normaux de la vie familiale reprendre comme si rien ne s'était passé. Comme si mon père ne venait pas de battre sa fille adulte parce qu'elle refusait d'être une servante. Je me suis recroquevillé sur mon lit, le corps endolori, et j'ai laissé venir les larmes. Mais alors même que je pleurais, quelque chose d'autre se cristallisait en moi, une détermination qui allait tout changer. Le doux déclic de la porte de ma chambre verrouillée de l'extérieur aurait dû être la dernière humiliation. A eu lieu de cela, il est devenu le son de ma libération. Seul dans ma chambre d'enfant, entouré des vestiges d'une vie que j'avais dépassée, je me suis accordé 30 minutes pour pleurer. 30 minutes pour ressentir la douleur, la trahison, le déchirement de réaliser que les personnes qui devraient vous aimer le plus peuvent parfois aimer davantage leur propre pouvoir. Une fois ces 30 minutes écoulées, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à réfléchir de manière stratégique. L'étudiante en gestion qui est en moi s'est mise à analyser ma situation comme s'il s'agissait d'une étude de cas en gestion de crise. Mes ressources étaient limitées. Mon téléphone avait été oublié en bas dans le chaos. Mon ordinateur portable était avec moi. Mais le mot de passe Wi-Fi de la maison avait récemment été modifié, probablement par Patrick. J'avais environ $200 en liquide, cachés dans mon exemplaire d'Orgueil et Préjugés. Mes clés de voiture se trouvaient dans mon sac à main, accrochées au porte-manteau près de la porte d'entrée. Mes blessures devaient être évaluées. En me regardant dans le petit miroir au-dessus de ma commode, j'ai fait l'inventaire des dégâts, une lèvre fendue, des marques rougeâtres sur ma joue qui allaient devenir des bleus, et une douleur dans mes côtes qui rendait ma respiration profonde difficile. Rien ne semblait cassé. Mais je savais que les dommages psychologiques étaient plus profonds que n'importe quelle blessure physique. Alors que la nuit tombait sur ma fenêtre, j'entendis la porte de la chambre de mes parents se fermer pour la nuit. Les pas lourds de Patrick passèrent devant ma porte, s'arrêtèrent un instant, puis continuèrent vers sa chambre. Le silence s'est installé dans la maison, mais je suis resté éveillé, l'esprit en ébullition.
La première révélation est arrivée comme un éclair. J'avais été complice de ma propre oppression. Pendant des années, j'avais joué le rôle qui m'avait été assigné, croyant que le maintien de la paix valait le sacrifice de ma dignité. Chaque fois que j'avais assumé en silence les tâches de Patrick, chaque fois que j'avais ravalé mes objections aux déclarations de mon père, j'avais renforcé le système qui me tenait maintenant en captivité. Et la deuxième révélation a suivi rapidement. Rien ne changerait si je ne le changeais pas. Mon père ne réaliserait jamais soudainement l'inégalité de ses attentes. Et ma mère ne trouverait jamais le courage de me défendre si elle n'était pas capable de le faire elle-même. Patrick ne renoncerait jamais volontairement à sa position privilégiée. Et si je voulais une vie différente, je devrais la construire moi-même en partant de zéro, si nécessaire. Cette clarté m'a donné de la détermination. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert un document vierge. En haut de la page, j'ai tapé « Stratégie de sortie ». À la lumière bleue de l'écran de mon ordinateur, j'ai commencé à élaborer un plan. Et la première priorité était d'établir l'indépendance financière. Sans argent, je resterais vulnérable. J'ai dressé une liste d'entreprises à Chicago, Détroit et Indianapolis où mes compétences pourraient être appréciées. J'ai rédigé un nouveau CV qui mettait l'accent sur mes activités de leadership et mes capacités d'analyse. Ensuite, j'avais besoin d'un endroit sur où aller. J'ai pensé à Lisa, ma colocataire à l'université, qui avait commencé à travailler à Chicago. Nous étions restés en contact et elle m'avait dit qu'elle avait une chambre libre dans son appartement. Je devais la contacter dès que j'aurais à nouveau accès à mon téléphone ou à Internet. Je devais également me protéger contre d'éventuelles représailles. La violence de mon père m'avait choqué, mais rétrospectivement, les signes avaient toujours été présents dans son contrôle rigide, son tempérament vif, sa croyance en son autorité absolue. J'ai décidé de tout documenter. À l'aide de l'appareil photo de mon ordinateur portable, j'ai pris des photos de mes blessures. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai écrit dans les moindres détails ce qui s'était passé pendant la réunion de famille et l'agression qui s'en était suivie. À fur et à mesure que la nuit avançait, mon plan devenait de plus en plus détaillé. J'aurais besoin de mon acte de naissance, de ma carte de sécurité sociale et d'autres documents importants conservés dans le bureau de mon père. Je devais ouvrir un nouveau compte bancaire dans une banque différente de celle de mes parents. Je devais progressivement déménager mes biens de la maison sans éveiller les soupçons. La logistique était difficile, mais pas impossible. Le plus grand défi serait de maintenir la façade de soumission suffisamment longtemps pour exécuter mon plan. Je devais convaincre ma famille que j'avais accepté ma leçon, que j'étais redevenue la fille docile qu'ils attendaient de moi. L'idée de faire semblant me retournait l'estomac. Mais je me rappelais qu'un compromis temporaire à des fins stratégiques n'était pas synonyme de reddition. Parfois, il est nécessaire de battre en retraite pour gagner la guerre. Alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers mes rideaux, j'entendis du mouvement dans le couloir. On frappa doucement à ma porte, puis on entendit le bruit de la serrure qui tournait. Le visage de ma mère apparut dans l'embrasure, son expression mêlant inquiétude et méfiance. « Ton père dit que tu peux descendre pour le petit déjeuner si tu es prêt à te comporter correctement, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler. Elle a remarqué ma lèvre enflée et l'échymose qui s'assombrissait sur ma joue, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Oh, Audrey » a-t-elle chuchoté. « Pourquoi l'as-tu poussé comme ça ? Tu sais comment il réagit quand il est mis au défi. » La culpabilisation de la victime était tellement attendue qu'elle ne faisait presque plus mal. Presque. « Je suis désolée, maman » ai-je dit, le mensonge amer sur la langue. J'essaierai de faire mieux. Le soulagement s'est emparé de son visage. « C'est ma bonne fille. Descends quand tu es prête. J'ai préparé tes crêpes aux myrtilles préférées. » Lorsqu'elle est partie, j'ai pris une grande inspiration et je me suis préparée à jouer mon rôle. Pour l'instant, je serai la fille qu'il voulait. Je ferai la lessive de Patrick avec le sourire. Je nettoierai ses dégâts sans me plaindre. J'acquiescerai aux déclarations de mon père sur la place de la femme. Et pendant tout ce temps, je préparais mon évasion. Les 2 semaines suivantes furent un exercice de soumission calculée. Je me suis acquittée de mes tâches avec une acceptation apparente, obtenant des hochements de tête approbateurs de mon père et des sourires reconnaissants de ma mère. Patrick s'est rapidement installé dans sa routine habituelle, laissant le désordre dans son sillage avec l'assurance qu'il disparaîtrait comme par magie. Mais sous cet extérieur complaisant, je travaillais sans relâche à ma libération. Lors d'une visite à l'épicerie,
j'ai utilisé les ordinateurs de la bibliothèque publique pour envoyer un courriel à Lisa à propos de ma situation. Sa réponse a été immédiate et sans hésitation. Viens rester avec moi aussi longtemps que tu en auras besoin. Il suffit de dire qu'en point lors d'une autre course, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une coopérative d'épargne et de crédit à l'autre bout de la ville, déposant mes maigres économies là où mes parents ne pouvaient pas y avoir accès point tard dans la nuit, pendant que la maisonnée dormait. J'ai soigneusement récupéré mes documents importants dans le classeur de mon père, les remplaçant par des photocopies convaincantes qui passeraient une inspection superficielle. J'ai postulé à des emplois sans relâche en utilisant mon téléphone pendant mes courses et les ordinateurs de la bibliothèque chaque fois que cela était possible. Après de nombreuses candidatures et 3 entretiens téléphoniques menés dans l'intimité de ma voiture, j'ai reçu une offre pour un poste de marketing de niveau débutant dans une petite entreprise en pleine croissance à Chicago. Le salaire était modeste mais suffisant pour assurer mon indépendance et la date de début était fixée à 2 semaines. Et la dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai repris contact avec Madame Hernandez, notre voisine, qui vivait à côté de chez moi depuis mon enfance. Elle avait toujours été gentille avec moi, me glissant des livres sur les femmes fortes tout au long de mon adolescence. Lorsque je l'ai croisée au café du coin et qu'elle a remarqué mes bleus en voie de guérison, elle n'a pas eu besoin que je lui explique. Ma porte était toujours ouverte, m'a-t-elle dit, en pressant simplement un double des clés dans ma paume. De jour comme de nuit. Et la nuit précédant mon départ, je me suis réveillée pour la dernière fois dans le lit de mon enfance. Comme c'est souvent le cas avant les décisions qui changent une vie, je me suis demandé si j'avais réagi de manière excessive. Est-ce que je gâche des liens familiaux qui ne pourront jamais être remplacés, et si j'échouais tout seul? Puis j'ai touché doucement les points encore sensibles de mes côtes, souvenir de ce qui s'est passé lorsque j'ai osé revendiquer ma dignité élémentaire. Je me suis souvenu des paroles de ma mère. Tu es une fille. Tu le sers. C'est un garçon. Et elle mérite mieux. Et je savais avec une certitude absolue que je méritais mieux, moi aussi. 2 semaines après la violente crise de mon père, l'atmosphère de notre maison s'était stabilisée dans une normalité tendue. En apparence, j'avais repris le rôle qui m'avait été assigné. Je m'acquittais des tâches ménagères sans me plaindre. Mes parents interprétaient mon calme comme de la soumission, sans jamais soupçonner que derrière mes yeux baissés se cachait un esprit en train de régler les derniers détails de mon départ imminent. Les ecchymoses sur mon visage s'étaient estompées pour devenir des ombres jaunes faciles à dissimuler avec du maquillage. Les meurtrissures plus profondes, à la fois physiques et émotionnelles, restaient cachées sous mes vêtements et ma façade soigneusement entretenue. C'est un jeudi soir que mon père a annoncé une nouvelle réunion de famille. Il est temps de mettre ce désagrément derrière nous, déclara-t-il au cours du dîner. Son ton suggérant qu'il s'agissait d'un geste généreux de sa part. La période de punition d'Audrey est terminée. Nous allons discuter de ce que nous attendons d'elle à l'avenir. Mon cœur s'est emballé et j'ai acquiescé docilement. Cela ne faisait pas partie de mon plan. J'avais l'intention de partir le lendemain matin alors que tout le monde était sorti de la maison, évitant ainsi une confrontation potentiellement dangereuse. Maintenant, je devais m'adapter. Le salon avait la même allure qu'il y a 2 semaines, les mêmes meubles, les mêmes photos de famille, les mêmes lourds rideaux qui bloquaient le monde. Mais je n'étais plus la même personne qui se tenait ici auparavant. Cette Audrey espérait encore être comprise, que sa famille la considère comme une égale. Cette Audrey-là savait mieux que moi. Mon père prit sa place habituelle dans le fauteuil en cuir, ma mère à ses côtés sur la banquette d'amour. Patrick se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec un désintérêt apparent. Cette fois, lorsque mon père m'a fait signe de m'asseoir, je l'ai fait sans discuter, choisissant une chaise à dossier droit près de la porte, l'acquiescement étant une stratégie plutôt qu'une capitulation. Je crois que nous avons tous eu le temps de réfléchir aux événements récents, commença mon père, sa voix portant le ton satisfait de quelqu'un qui pense avoir réussi à rétablir l'ordre. Audrey a fait preuve d'une bien meilleure attitude et je pense que nous sommes prêts à aller de l'avant en tant que famille. Ma mère a hoché la tête d'un air encourageant. Patrick n'a pas levé les yeux de son téléphone. Avant cela, poursuit mon père, je crois qu'Audrey a quelque chose à nous dire. Il m'a regardé avec impatience. Des excuses seraient appropriées, tu ne crois pas? C'était le moment de vérité. Je pouvais maintenir ma façade un jour de plus, présenter les excuses qu'il souhaitait et poursuivre mon plan initial. C'est certainement le choix le plus sûr. Où je pouvais dire ma vérité maintenant, avec la voiture emballée et mon itinéraire de fuite planifié.
Plus risqué, mais aussi plus honnête. J'ai choisi la vérité. Tu as raison, papa, dis-je, la voix plus ferme que je ne m'y attendais. J'ai quelque chose à dire. Son expression satisfaite m'a dit qu'il s'attendait à une contrition. Il allait être déçu. Il y a 2 semaines, dans cette pièce, tu m'as agressé physiquement parce que je refusais d'être traité comme moins qu'un être humain, ai-je déclaré calmement. Vous m'avez frappé, vous m'avez donné des coups de pied et vous m'avez enfermé dans ma chambre comme un prisonnier. L'air suffisant a disparu de son visage, remplacé par une colère grandissante. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il rétorqué. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je répliqué en fouillant dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait apparaître les photos que j'avais prises de mes blessures cette nuit-là. Voici la preuve. J'ai tendu le téléphone vers eux, faisant défiler les images de mon visage meurtri, des marques sur mes bras, de la décoloration le long de mes côtes. Ma mère a sursauté, portant la main à sa bouche. Patrick a finalement levé les yeux de son téléphone, l'expression indéchiffrable. Tu m'as provoqué, dit mon père, mais il y avait une nouvelle note dans sa voix, de la défensive. Personne ne provoque le fait d'être battu, ai-je répondu. Rien de ce que je pourrais dire ou faire ne justifierait ce que tu as fait. C'est ridicule, s'est-il emporté. Un parent a le droit de discipliner son enfant. J'ai 24 ans, papa. Je ne suis pas un enfant. Et même si je l'étais. Il y a un monde de différence entre la discipline et la maltraitance. Le mot « maltraitance » était suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Personne dans notre famille n'avait jamais nommé ce qui s'était passé dans notre maison, pas pendant toutes les années où mon père avait un tempérament explosif, un comportement contrôlant, une application rigide de son autorité. Comment oses-tu, siffla-t-il en se levant à moitié de sa chaise. Je me suis levé rapidement, maintenant la distance entre nous. On m'a proposé un travail à Chicago, annonçai-je. Je commence lundi. Je pars demain. C'est pas vrai, a grogné mon père. Tu vis sous mon toit. Tu vis selon mes règles. Plus maintenant, ai-je répondu. Je déménage. Il s'avança vers moi, ses mains se recroquevillant en poing. Espèce de petit ingrat. J'ai brandi mon téléphone. Touche-moi encore et je porte plainte pour agression. J'ai des preuves, j'ai des témoignages, et je n'ai pas peur de les utiliser. Il s'est figé. Un véritable choc se répandant sur son visage. L'idée que je puisse lui demander des comptes ne lui avait manifestement jamais traversé l'esprit. Vous n'oseriez pas, a-t-il dit, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Essayez-moi, l'ai-je défié. Encore un bleu et je vais directement à la police. Ma mère s'est mise à pleurer, des sanglots doux et brisés qui ont rempli le silence. S'il te plaît, Audrey, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne te fais rien, lui ai-je dit gentiment. Je fais quelque chose pour moi. Je choisis de vivre dans un foyer où je ne suis pas battue parce que j'ai des opinions, où ma valeur n'est pas déterminée par mon sexe. Où l'amour n'est pas assorti de conditions de servitude. Patrick se lève brusquement. C'est des conneries, a-t-il marmonné, mais son visage avait rougi. Pour la première fois, je me suis demandé si quelque part, sous ses airs de chef, il n'avait pas honte du rôle qu'il avait joué dans cette histoire. J'ai déjà emballé ce qui est important, ai-je poursuivi. Je partirai à la première heure demain matin. Si tu passes cette porte, ce n'est pas la peine de revenir, a menacé mon père, recourant à son arme ultime, l'exclusion de la famille. C'est ton choix, ai-je répondu. Ma porte sera toujours ouverte si tu veux un jour avoir une relation basée sur le respect mutuel. Mais je ne compromettrai plus ma dignité, pour aucun d'entre vous. Je me suis retournée pour quitter la pièce, mais la voix de mon père m'a arrêtée. Qu'en est-il de la blanchisserie de Patrick? La maison où ta mère a besoin d'aide? Je me suis retournée lentement. Patrick a 22 ans, 2 bras et 2 jambes qui fonctionnent. Il peut faire sa propre lessive. Maman est une femme intelligente et capable qui mérite un partenaire, par un maître. Et toi, papa, tu dois décider ce qui est le plus important. Ton contrôle ou ta fille. Tous les trois m'ont regardé comme si j'avais commencé à parler en langue. D'une certaine manière, c'était le cas. Le langage du respect de soi était étranger à notre foyer.
Cette conversation est terminée, ai-je dit calmement. Je serai dans ma chambre en train d'emballer mes dernières affaires. N'essayez pas de m'en empêcher. Je suis sortie, les laissant dans un silence stupéfait. Dans ma chambre, je continuais méthodiquement l'emballage que j'avais commencé il y a quelques jours, sélectionnant soigneusement les objets ayant une valeur pratique et sentimentale. Le poids de ce que je faisais, rompre les liens avec ma famille d'origine, pesait lourdement sur mon cœur, malgré ma certitude que c'était nécessaire. On frappa doucement à ma porte, ce qui me fit sursauter. Je me suis tendue, me préparant à une nouvelle confrontation, mais c'est ma mère qui est entrée, les yeux rougis par les pleurs. « S'il te plaît, ne pars pas, virgule. » a-t-elle chuchoté. « Ton père va se calmer. Les choses vont s'arranger. » Je regardais cette femme qui m'avait donné la vie, mais qui ne m'avait jamais montré comment la vivre vraiment. « Non, maman, ça n'ira pas mieux. À moins que quelque chose de fondamental ne change, et je ne vois pas cela arriver. Nous t'aimons, insiste-t-elle. Je sais que c'est le cas, ai-je reconnu. Mais votre façon d'aimer me fait du mal, et je ne peux plus me laisser faire. Elle s'est assise lourdement sur mon lit, paraissant soudain plus âgée que son âge. Qu'est-ce que je vais dire aux gens, aux voisins, à l'église? Même maintenant, elle se préoccupe des apparences plutôt que de mon bien-être. Dis-leur ce que tu as besoin de leur dire, ai-je dit gentiment. Dis-leur que j'ai eu une bonne opportunité de travail. Ou dis-leur la vérité, cela pourrait être intéressant. Je ne sais pas comment être différente de ce que je suis, a-t-elle admis calmement. Je sais. Maman. C'est pourquoi je dois partir. Elle est partie sans un mot de plus, les épaules affaissées, les pieds traînant. Plus tard, j'ai entendu un autre coup, plus ferme cette fois. Patrick se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, sa prestance habituelle manifestement absente. Alors tu pars vraiment, a-t-il dit, mi-question, mi-affirmation. Oui, répondis-je alors qu'il se déplaçait avec gêne. Écoute, pour la lessive et tout ça. Je ne pensais pas que c'était si important. Il ne s'agissait pas seulement de la lessive, Patrick. C'était une question de respect, de me considérer comme une personne de valeur égale. Il avait l'air sincèrement confus, mais papa disait toujours, papa a tort, ai-je interrompu. Et un jour, quand tu auras des enfants, j'espère que tu comprendras cela. J'espère que vous élèverez vos filles pour qu'elles connaissent leurs valeurs et vos fils pour qu'ils respectent les femmes en tant qu'égales. Son expression s'est transformée en un aperçu momentané du frère que j'avais autrefois adoré avant que les attentes de nos parents ne viennent corrompre notre relation. Je suis désolé, il t'a frappé, a-t-il finalement dit. C'était une erreur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu le feras ? Tu resteras en contact, a-t-il demandé en hésitant. Cela dépend de toi, lui ai-je dit honnêtement. Si tu veux avoir une relation avec moi, il faut que ce soit une relation de respect mutuel. Et elle a hoché lentement la tête, assimilant ce nouveau paradigme. Au moment de partir, il s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je trouve que tu es très courageuse. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. Les quelques affaires qui me restaient furent rapidement chargées dans ma voiture. Alors que je faisais un dernier tour dans ma chambre pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'essentiel, j'entendis des pas lourds dans le couloir. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, encore en peignoir, le visage marqué par la colère et l'incrédulité. Alors, c'est tout ? 24 ans à subvenir à tes besoins, à t'élever, à tout te donner, et c'est comme ça que tu nous remercies, en abandonnant ta famille. Je l'ai regardé fixement. Je n'abandonne personne. Je me sauve. De ce qu'il a exigé. De devenir quelqu'un que je ne veux pas être, d'accepter que je mérite moins parce que je suis une femme, de croire que l'amour vient avec des bleus. Il a tressailli à la dernière partie. Une fois. J'ai perdu mon sang-froid une fois. Une fois, c'était suffisant, ai-je dit simplement. Et ce n'était pas qu'une fois. C'est toute une vie de petite violence qui m'a appris que ma valeur était liée à mon utilité pour les hommes. Nous étions face à face, dans l'espace de ma chambre d'enfant, deux adultes qui partageaient le même sang, mais plus les mêmes valeurs. J'espère qu'un jour tu pourras comprendre, lui ai-je dit. J'espère qu'un jour nous pourrons construire quelque chose de mieux que ce que nous avions. Ne comptez pas là-dessus,
a-t-il grogné. Je suis passé devant lui et me suis dirigé vers l'escalier, mais il n'a pas fait un geste pour m'arrêter. Ma mère attendait en bas, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Je la serrai dans mes bras, sentant brièvement l'odeur familière de son parfum, me demandant si ce serait la dernière fois. Tu as toujours le choix, maman, lui ai-je murmuré à l'oreille. Souviens-toi de cela. Patrick n'était nulle part, mais en ouvrant la porte d'entrée, je l'ai aperçu en train de regarder par la fenêtre de sa chambre. J'ai levé la main pour lui faire un petit signe. Après un moment d'hésitation, il m'a rendu mon geste. Sur le perron de la maison de mon enfance, j'ai respiré à plein poumon l'air du matin. Il avait un goût de liberté. Ma première nuit de liberté, je l'ai passée sur un matelas pneumatique dans la chambre d'amis de Lisa à Chicago. L'espace était réduit, le matelas tenait à peine dans mes valises, mais je me sentais plus chez moi que dans la maison que je venais de quitter. Lisa m'avait accueilli à bras ouverts, ne posant aucune question lorsque j'étais arrivée avec une voiture pleine de biens et des yeux remplis d'émotions compliquées. Nous parlerons quand tu seras prête, m'a-t-elle dit en me tendant un verre de vin. Pour l'instant, respirez. Et c'est ce que j'ai fait, en prenant de grandes bouffées d'air qui semblaient différentes dans mes poumons, qui n'étaient plus restreints par le poids d'attente que je ne pourrais jamais satisfaire. Cette première nuit, j'ai vécu une tornade de sentiments, l'exaltation de ma liberté retrouvée, le chagrin pour les relations familiales que j'avais perdues, la peur de mon avenir incertain, en filigrane, un courant constant de fierté pour mon propre courage. Je dormais difficilement, interrompu par des rêves où mon père faisait irruption par la porte et me ramenait dans le Michigan. Je me suis réveillé plusieurs fois avec des sueurs froides, ayant besoin d'un moment pour me rappeler que j'étais en sécurité, que je m'étais échappé, que je contrôlais désormais ma propre vie. Le lundi suivant, j'ai commencé mon nouveau travail chez Market Edge, une société de marketing spécialisée dans les stratégies numériques pour les petites entreprises. Mon rôle de coordinatrice de compte junior était un poste de débutante, mais il offrait un potentiel d'évolution, surtout un salaire légitime qui me permettrait éventuellement de trouver mon propre appartement. Dès mon premier jour, j'ai été présentée à une équipe de professionnels qui s'intéressaient à mes idées plutôt qu'à mes compétences en matière de blanchisserie. Ma superviseuse Jennifer, une femme vive d'une quarantaine d'années, a examiné mon premier travail et m'a donné un retour constructif au lieu de me critiquer avec dédain. Lorsque je prenais la parole en réunion, les gens m'écoutaient. C'était enivrant d'être apprécié pour mon esprit. La première semaine s'est déroulée dans un flou de nouveaux visages, de processus à apprendre et d'adaptation à la vie urbaine. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, reconnaissante de ne pas avoir à penser à la maison. Le soir, Lisa et moi préparions le dîner ensemble. Nous partageons les tâches de manière égale sans discuter de la répartition des tâches en fonction du sexe. Ces simples actes d'égalité domestique me semblaient révolutionnaires. Dès la deuxième semaine, mon téléphone a bourdonné d'un message de ma mère. « Tu nous manques, papa est encore en colère mais il va se reprendre, appelle-nous s'il te plaît. » J'ai fixé ces mots pendant un long moment, reconnaissant le schéma qu'ils représentaient. Mon père serait en colère jusqu'à ce que je m'excuse et que je reprenne mon rôle. Ma mère servait d'intermédiaire, de pacificatrice, dont la paix nécessitait toujours mon abandon plutôt que sa croissance. Je n'ai pas appelé. A eu lieu de cela, je me suis concentrée sur la mise en place d'un réseau de soutien à Chicago. Lisa m'a présenté à ses amis. Un groupe diversifié de jeunes professionnels avec des ambitions et des opinions qu'ils n'avaient pas peur d'exprimer. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale et un groupe de randonnée le week-end. Lentement, j'ai commencé à nouer des amitiés fondées sur des intérêts communs plutôt que sur la proximité géographique ou les obligations familiales. Un mois après le début de ma nouvelle vie, le nom de mon frère s'est affiché sur mon téléphone. Mon doigt a frôlé la touche de refus avant que la curiosité ne l'emporte. Audrey, c'est Patrick. Sa voix était différente, dépourvue de l'arrogance à laquelle j'étais habituée. Je sais qui c'est, répondis-je, peut-être plus froidement que nécessaire. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais te dire que j'ai appris à utiliser la machine à laver. De toutes les choses que j'aurais pu attendre de lui, ce n'était pas l'une d'entre elles. Félicitations pour avoir maîtrisé une compétence que la plupart des gens apprennent au collège. Il a émis un petit rire plein d'autodérision. Je l'avais rarement entendu auparavant. Oui, je l'ai mérité. Mais sérieusement, après ton départ, les choses étaient bizarres ici. J'ai continué à essayer de tout faire pour moi, comme d'habitude, mais je ne sais pas. C'était différent de savoir pourquoi tu étais parti. Et comment va papa ?
J'ai demandé avec prudence. Il est toujours en colère. Il ne dit pas ton nom et se contente de t'appeler ta sœur quand il doit parler de toi, mais je pense qu'il est aussi confus, comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a agressé sa fille adulte parce qu'elle demandait le respect élémentaire, ai-je dit catégoriquement. Je sais, admet Patrick, me surprenant à nouveau. Et c'était vraiment n'importe quoi. J'aurais dû dire quelque chose. La reconnaissance, même tardive, a relâché quelque chose de tendu dans ma poitrine. Oui, tu aurais dû, point. Je dis quelque chose maintenant, a-t-il proposé. Je suis désolée, Audrey. J'étais un enfant gâté et j'ai profité du fait que papa et maman nous traitaient différemment. Ce n'était pas juste pour toi. Je me suis assise sur mon lit, momentanément sans voix. C'était la première fois que je recevais des excuses sincères de la part d'un membre de ma famille. Merci de m'avoir dit que j'avais enfin réussi à m'en sortir. Quoi qu'il en soit, il a continué maladroitement. J'ai appris à faire des choses, à laver le linge, à cuisiner, à faire des choses de base, à nettoyer derrière moi. Maman a un peu craqué au début, elle essayait de prendre le contrôle, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'apprendre. Je suis impressionnée, ai-je dit en le pensant. Ne soyez pas trop impressionné. Je suis encore nulle, a-t-il répondu. J'ai rendu toutes mes chemises blanches roses la semaine dernière. Nous avons ri tous les deux. Pendant un instant, nous avons eu l'impression d'être des frères et sœurs, sans la dynamique toxique qui avait défini notre relation pendant si longtemps. Ils veulent que tu rentres à la maison, dit-il après une pause. Maman en pleure. Papa ne l'admettrait jamais, mais je pense que tu lui manques aussi, à sa manière. Je ne peux pas revenir, Patrick. Pas comme avant. Et si les choses étaient différentes, demande-t-il. Il faudrait qu'elles soient très différentes, lui ai-je dit. Et je ne pense pas que papa soit capable de ce genre de changement. Peut-être pas, a-t-il admis. Mais j'essaie. Est-ce que ça compte pour quelque chose? Ça a compté. Pas assez pour revenir, mais assez pour laisser la porte entr'ouverte. Rester en contact, ai-je dit. Peut-être pourrons-nous construire quelque chose de nouveau. Même si ce n'est qu'entre nous. Au cours des mois qui ont suivi, Patrick et moi avons établi une relation provisoire basée sur des appels téléphoniques et des SMS occasionnels. Et elle m'a envoyé des photos de ses premiers repas réussis avec des légendes telles que pas encore d'intoxication alimentaire. Je lui ai parlé de mon travail et de mes nouveaux amis. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose de réel. Les communications de ma mère étaient plus compliquées. Ses textos et ses messages vocaux oscillaient entre la culpabilisation. Ça me brise le cœur de ne pas t'avoir à la maison, et des tentatives subtiles de me faire revenir à d'anciens schémas. Les chemises de ton père n'ont jamais l'air bien quand je les repasse. Tu l'as toujours fait. C'est mieux. J'ai maintenu des limites gentilles mais fermes, refusant toute manipulation tout en exprimant mon amour pour elle. Mon père est resté obstinément silencieux. 6 mois après mon départ. J'avais économisé suffisamment d'argent pour payer la caution d'un minuscule studio. Ce n'était pas grand-chose, à peine 400 mètres carrés avec une kitchenette et une salle de bain où mes genoux touchaient le mur lorsque je m'asseyais sur les toilettes, mais c'était le mien. Le jour où j'ai signé le bail, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement comme je n'en avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas une réussite que quelqu'un pouvait rejeter ou diminuer. Il s'agissait d'une indépendance gagnée grâce à mes propres efforts. J'ai pris un plaisir particulier à décorer mon nouvel espace en ignorant délibérément les opinions esthétiques de mon père. Il avait toujours insisté sur le fait que les murs devaient être neutres, les meubles traditionnels et la décoration minimale. Mon appartement fleurissait de couleurs, des murs sarcelles, un canapé jaune trouvé dans une friperie et des œuvres d'art d'artistes locaux à l'imagerie féminine audacieuse. Chaque choix était une déclaration. C'est ce que je suis lorsque je suis libre de choisir. À eu travail, mon dévouement et ma créativité m'ont valu une modeste augmentation et des responsabilités accrues. Je me suis spécialisée dans la stratégie des médias sociaux, aidant les clients à trouver leur voix authentique en ligne, ce qui m'a profondément satisfaite compte tenu de mon propre parcours vers l'expression authentique de soi. C'est au cours d'une réunion avec un client que j'ai rencontré Ethan, un développeur web, dont l'assurance tranquille et les questions réfléchies ont attiré mon attention. Lorsqu'il m'a demandé mon numéro après la réunion, j'ai hésité, de vieilles craintes refaisant surface à propos des hommes et de la dynamique du pouvoir. Il m'a dit,
Juste un café, semblant percevoir ma réserve. Et si vous refusez? Je vous promets de ne pas bouder et de ne pas vous laisser laver mes tasses sales. La spécificité de sa plaisanterie m'a fait rire, mais m'a aussi rendue curieuse. Pour le café, j'ai appris qu'Ethan avait été élevé par une mère célibataire qui avait cumulé 2 emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur. Il avait grandi en cuisinant, en faisant le ménage et en s'occupant de sa jeune sœur pendant que sa mère travaillait. Dans notre maison, personne n'était exempté des tâches ménagères en raison de son sexe, explique-t-il. Vous viviez là, vous apportiez votre contribution, c'est aussi simple que cela. Notre relation s'est développée lentement, fondée sur la conversation et le respect mutuel plutôt que sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Lorsque nous cuisinions ensemble, nous nous répartissions les tâches en fonction de nos compétences et de nos préférences. Lorsque nous n'étions pas d'accord, nous en parlions plutôt que d'imposer notre volonté à l'un ou à l'autre. C'était une révélation d'être avec quelqu'un qui me considérait comme intrinsèquement égal, qui accordait autant d'importance à mes pensées et à mes sentiments qu'aux siens. 7 mois après le début de ma nouvelle vie, alors que les choses se stabilisaient, j'ai reçu un appel inattendu de Patrick. Maman est à l'hôpital, m'a-t-il dit sans préambule. Elle s'est effondrée à l'église. Il pense que c'est peut-être son cœur. Le monde a semblé basculer sur son axe. Malgré tout, l'idée que ma mère soit en danger me plonge dans la peur. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Ils font des tests. Papa est dans un sale état. Je sais que les choses sont compliquées, mais j'ai pensé que tu voudrais savoir. Je viendrai, ai-je dit immédiatement, me surprenant moi-même de la rapidité avec laquelle la décision s'est prise. Envoie-moi par texto les coordonnées de l'hôpital. Le trajet de retour vers le Michigan a été surréaliste, un voyage à l'envers sur le chemin de la liberté que j'avais parcouru des mois auparavant. J'ai appelé mon supérieur depuis la route, lui expliquant l'urgence familiale, reconnaissante de sa compréhension et des congés payés que j'avais accumulés. À l'hôpital, je m'attendais à une confrontation avec mon père. Au lieu de cela, je l'ai trouvé affalé dans une chaise de la salle d'attente, paraissant plus petit et plus vieux que dans mes souvenirs. Lorsqu'il a levé les yeux et m'a vu, une série complexe d'émotions a traversé son visage, surprise, soulagement et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Audrey, dit-il d'une voix douce. Tu es venue. Bien sûr que je suis venue, ai-je répondu. C'est ma mère. Patrick est apparu avec des tasses de café. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu. Tu as réussi. Il m'a tendu une des tasses et m'a serré dans ses bras. Ils sont en train de faire une angiographie, on devrait en savoir plus bientôt. Nous sommes restés tous les 3 assis dans un silence gênant, lié par l'inquiétude pour la femme qui avait été le centre émotionnel de notre famille dysfonctionnelle. Mon père a fini par dire, vous avez l'air en bonne santé. En bonne santé. Je vais bien, ai-je confirmé. J'ai un bon travail et mon propre appartement. Et elle a hoché la tête, semblant ne pas savoir comment réagir à cette preuve de mon indépendance réussie. Patrick dit que tu es une sorte d'expert en Internet maintenant. Stratégie des médias sociaux, ai-je corrigé gentiment. C'est un domaine en pleine expansion. Un autre silence s'installa, mais un peu moins tendu qu'auparavant. Le médecin est finalement venu nous informer. Les nouvelles étaient prudemment positives. Ma mère avait eu une légère crise cardiaque. Et il y avait un blocage qui nécessiterait des médicaments et des changements de mode de vie, mais aucune intervention chirurgicale n'était nécessaire dans l'immédiat. Elle devrait rester à l'hôpital pendant quelques jours en observation et pour commencer son traitement. Pouvons-nous la voir? Ai-je demandé. Le médecin a répondu brièvement, elle a besoin de repos, mais une courte visite devrait suffire. Mon père s'est levé. Mon père se lève, j'y vais en premier. Elle voudra me voir. L'ancienne Audrey aurait différé, pris du recul, lui aurait permis d'affirmer sa primauté. La nouvelle Audrey a tenu bon. Nous devrions y aller tous ensemble, en famille. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché la tête une fois. C'était une petite victoire? Mais elle était significative. Le visage de ma mère lorsqu'elle m'a vu entrer dans sa chambre d'hôpital derrière mon père et mon frère valait chaque kilomètre de route. Audrey, ma petite fille, tu es venue. Elle avait l'air fragile dans les draps blancs de l'hôpital, des fils de surveillance attachés à sa poitrine et une intraveineuse dans son bras. Je me suis approché de son chevet et lui ai pris la main. Bien sûr que je suis venue, maman.
Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, ai-je dit honnêtement. Mon père se racle la gorge maladroitement. Le médecin dit, tout va bien se passer, Eleanor. Il faut juste que tu te calmes un peu. Qui va s'occuper de tout? Elle s'inquiète immédiatement. La maison, les repas, tes chemises? Je le ferai, a dit Patrick, nous surprenant tous fermement. Papa et moi, on peut se débrouiller, hein, papa? Mon père a eu l'air mal à l'aise mais a acquiescé. On se débrouillera. À ce moment-là, en voyant mon frère prendre les devants et mon père acquiescer, j'ai réalisé que mon départ avait effectivement changé quelque chose dans la dynamique de notre famille. L'équilibre s'était modifié, obligeant à s'adapter. Ce n'était pas la transformation spectaculaire que j'aurais souhaité, mais c'était un mouvement dans la bonne direction. Alors que ma mère s'endormait, nous sommes retournés tous les trois dans la salle d'attente. Patrick est allé appeler d'autres membres de la famille pour leur donner des nouvelles, nous laissant seuls, mon père et moi, pour la première fois depuis le jour de mon départ. Cela ne change rien, ai-je dit à voix basse. Je ne reviendrai pas. Elle a étudié ses mains pendant un long moment avant de répondre. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Tu as construit ta propre vie maintenant. Ce n'était pas une excuse, mais de la part de mon père. La reconnaissance de mon existence indépendante était significative. Ta mère aimerait te rendre visite quand elle ira mieux, a-t-il ajouté. À Chicago, je lui ai dit que je la conduirais. L'idée que mon père se trouve dans mon appartement coloré et qu'il voit les preuves tangibles de la vie que j'ai créée sans son approbation ni son aide est choquante. Mais cela représentait aussi un pont potentiel pour franchir le gouffre qui nous séparait. Elle serait la bienvenue, ai-je dit avec précaution. Vous seriez tous les deux les bienvenus. Elle a hoché la tête une fois, comme un homme d'affaires qui accepte les conditions. Merci d'être venu. Cela représente beaucoup pour elle. En rentrant à Chicago le lendemain, après m'être assuré que ma mère était stable et que son état s'améliorait, j'ai réfléchi à la façon dont les liens familiaux peuvent s'étirer sans se rompre complètement. Les relations ne seraient peut-être jamais ce que j'avais espéré. Mais elles pourraient peut-être évoluer vers quelque chose de différent, quelque chose qui laisserait plus de place à mon moi authentique. Mon téléphone a sonné dans les haut-parleurs de ma voiture et j'ai souri en voyant le nom d'Ethan. J'ai répondu. Je suis sur le chemin du retour. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé, une vraie inquiétude dans la voix. Compliqué, ai-je répondu. Mais mieux que ce à quoi je m'attendais. Ma mère va s'en sortir. Et toi? Tu vas bien? Cette question m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Quelle nouveauté d'avoir quelqu'un qui donne la priorité à mon bien-être et qui me considère comme le protagoniste de ma propre histoire plutôt que comme un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Oui, ai-je répondu avec certitude. Je le suis vraiment. Un an après avoir quitté la maison de mes parents, je me tenais dans mon appartement agrandi d'une chambre. Me préparant à leur première visite. Ma mère s'était bien remise de sa crise cardiaque, elle suivait son traitement et s'était même inscrite à un cours de yoga d'où à la suggestion de Patrick. Mon père avait pris sa retraite de son poste de cadre, une transition qui semblait avoir adouci certains de ses aspects rigides. Patrick avait emménagé dans son propre appartement et suivait des cours de commerce à l'université locale. Quant à moi, je m'étais épanouie. Mon travail m'avait valu une promotion au poste de stratège principal en médias sociaux, avec une augmentation de salaire confortable et ma propre petite équipe à gérer. Ma relation avec Ethan s'était approfondie pour devenir quelque chose de solide et d'enrichissant. Mon appartement, qui n'était auparavant qu'un refuge sommaire, reflétait désormais ma personnalité dans tous ses recoins. De la bibliothèque remplie d'auteurs féminins aux murs de photos encadrées documentant ma nouvelle vie. Je n'étais pas assez naïve pour penser qu'une seule visite suffirait à guérir des décennies de dysfonctionnement. Mais j'étais assez forte pour établir des limites sans crainte. J'avais préparé une chambre d'amis avec du linge frais, rempli le réfrigérateur d'aliments que je savais apprécier par ma mère, et surtout, je m'étais préparé mentalement à tout ce qui pourrait arriver. Lorsque l'on a sonné à la porte, j'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Ma mère m'a immédiatement prise dans ses bras, s'accrochant un peu trop longtemps comme si elle craignait que je ne disparaisse. Mon père se tenait maladroitement derrière elle, observant mon espace d'un œil curieux. « Bienvenue à Chicago », dis-je en me retirant pour les laisser entrer.
et bienvenue chez moi. Ma mère a traversé l'appartement en s'exclamant sur mes choix de décoration avec une véritable admiration. Mon père a suivi plus lentement, s'arrêtant pour examiner le certificat encadré de ma récente certification professionnelle en stratégie de marketing numérique. C'est impressionnant, a-t-il dit, le compliment tombant de ses lèvres avec un poids inconnu. Merci, ai-je répondu simplement. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. Le week-end s'est déroulé en évitant soigneusement les sujets sensibles. Nous avons visité les monuments de Chicago, mangé dans des restaurants où l'on m'a accueilli par mon nom et rencontré Ethan pour dîner un soir. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon authenticité, sans revenir à d'anciens schémas de déférence ni provoquer de disputes inutiles. Le moment le plus révélateur s'est produit lorsque ma mère m'a proposé de l'aider à faire la vaisselle après le dîner. Travaillant à côté d'elle à l'évier, j'ai remarqué qu'elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers mon père assis dans le salon. « Tu n'as pas besoin de sa permission pour me parler, maman, ai-je dit gentiment. Elle rougit légèrement, les vieilles habitudes, je suppose. Comment vont les choses, vraiment ? Je lui ai demandé. Entre vous deux, depuis ton infarctus ? Elle est restée silencieuse pendant un moment, essuyant méthodiquement une assiette. Différente, dit-elle finalement. Il aide davantage à la maison maintenant, il fait même sa propre lessive. Elle sourit légèrement, mais il ne peut toujours pas plier un draus pour sauver sa vie. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça ? C'était étrange au début, a-t-elle admis. Comme si j'échouais en quelque sorte, en ne faisant pas tout, mais maintenant. Elle a haussé les épaules. C'est agréable d'avoir du temps pour mon jardin, pour mon club de lecture. Tu t'es inscrite à un club de lecture, ai-je demandé ? Surpris. C'est une idée de Patrick. Il a dit que j'avais besoin d'avoir mes propres centres d'intérêt. Son expression est devenue pensive. Je n'ai jamais réalisé à quel point j'avais renoncé à moi-même jusqu'à ce que je commence à en retrouver de petits morceaux. Ce n'était pas un réveil féministe spectaculaire, mais c'était quelque chose. Une petite graine de revendication personnelle qui prend racine dans le sol. J'avais pensé qu'il était trop stérile pour être cultivé. Lorsqu'ils sont partis le dimanche après-midi, mon père m'a maladroitement tapoté l'épaule, la chose la plus proche de l'affection physique qu'il m'ait montrée depuis des années. Tu t'es bien débrouillé, a-t-il dit d'un ton bourru. Ton grand-père aurait été fier. Venant de lui, c'était en effet un grand éloge. Je l'acceptai d'un signe de tête, sans exagérer la gratitude ni la rejeter avec amertume. Merci d'être venu. Conduisez prudemment. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé jaune, analysant les émotions complexes que leur visite avait suscitées. Il n'y avait pas eu de grande réconciliation, ni d'excuses larmoyantes pour les torts passés. Mon père n'avait pas reconnu l'agression qui m'avait fait fuir, et ma mère n'avait pas non plus assumé son rôle de soutien. Pourtant, quelque chose avait changé, même légèrement, dans la dynamique familiale. J'avais découvert que la guérison ne se présente pas toujours sous la forme que l'on attend ou que l'on espère. Parfois, elle se manifeste par de petits moments. Mon père me pose des questions sur mon travail avec un intérêt sincère, ma mère explore d'autres centres d'intérêt que l'entretien de la maison. Les SMS de Patrick ne contiennent pas de demandes justifiées, je suis capable d'être en leur présence sans me replier sur moi-même. Le changement le plus profond, cependant, s'est produit en moi. Je ne me définissais plus par rapport à eux. Je ne mesurais plus ma valeur en fonction de leur approbation. J'avais construit une vie qui reflétait mes valeurs, je m'étais entouré de personnes qui me respectaient en tant qu'égale et j'avais appris que se défendre n'était pas égoïste mais essentiel. Dans les mois qui ont suivi, j'ai maintenu des contacts limités mais réguliers avec ma famille. Patrick et moi avons développé une amitié sincère et réciproque. Ma mère m'a appelé toutes les semaines, partageant peu à peu ses propres pensées plutôt que de se contenter de rendre compte des activités de mon père. Mon père et moi avons établi une cordialité prudente, sans faire comme si le passé n'avait pas eu lieu, ni lui permettre de déterminer complètement notre avenir. La guérison s'est étendue au-delà de mes relations familiales. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à reconnaître et à traiter les schémas de satisfaction des personnes et d'évitement des conflits qui m'avaient été inculqués dès l'enfance. J'ai appris à identifier mes propres besoins et à les exprimer sans m'excuser. J'ai découvert que fixer des limites ne consistait pas seulement à dire non aux autres, mais aussi à dire oui à moi-même. Ma vie professionnelle s'est épanouie lorsque j'ai fait entendre ma voix authentique dans mon travail, en défendant des idées auxquelles je croyais, plutôt qu'en m'en remettant à des voix plus fortes dans la salle. Mon équipe a réagi à mon style de leadership, qui mettait l'accent sur la
Collaboration et le respect mutuel plutôt que sur l'autorité hiérarchique. Le plus important a peut-être été ma décision d'encadrer des jeunes femmes confrontées à des problèmes similaires liés aux attentes de la famille et à la discrimination fondée sur le sexe. Dans le cadre d'un programme communautaire, j'ai rencontré régulièrement des étudiantes qui naviguaient dans les eaux souvent troubles entre la loyauté familiale et l'authenticité personnelle. En partageant mon histoire et en écoutant la leur, j'ai transformé mes expériences douloureuses en quelque chose qui pourrait aider les autres à trouver leur chemin vers la liberté. 18 mois après avoir quitté la maison, j'ai reçu un courriel inattendu de mon père. L'objet du message était simplement « Votre article ». J'avais récemment publié un article dans un magazine professionnel sur la façon dont les attentes traditionnelles des hommes et des femmes peuvent nuire à la collaboration sur le lieu de travail. J'avais utilisé ma propre famille comme bref exemple, tout en changeant les noms et les détails d'identification par respect pour la vie privée. Le courriel de mon père était bref. Audrey, j'ai lu ton article. Tu écris bien. Ce que tu as dit sur la façon dont les rôles rigides limitent tout le monde, et pas seulement les femmes, m'a fait réfléchir. Patrick m'a montré comment faire une recherche sur Google à propos de certaines des études que tu as mentionnées. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Papa. Ce n'était pas une reconnaissance explicite du mal fait, ni des excuses directes. Mais de la part d'un homme de la génération et du tempérament de mon père, cela représentait une concession importante sur la possibilité qu'il ait pu se tromper. J'ai imprimé le courriel et je l'ai ajouté à une boîte dans laquelle je conserve la correspondance importante. À côté, il y avait des cartes de collègues me félicitant pour ma promotion, des lettres des jeunes femmes que j'encadrais et une note manuscrite de mon frère qui disait simplement « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Ce soir-là, alors qu'Ethan et moi préparions le dîner en suivant le rythme facile que nous avions instauré, j'ai repensé au parcours difficile qui m'avait amené jusqu'ici. La douleur physique et émotionnelle, la peur de recommencer, le chagrin de la rupture familiale, tout cela avait été nécessaire pour atteindre ce lieu de vie authentique. Ethan m'a fait remarquer que tu souriais en me tendant un verre de vin. Bonne journée. Bonne perspective, ai-je corrigé. J'étais justement en train de penser que les choix les plus difficiles mènent parfois aux meilleurs endroits. Il a hoché la tête en signe de compréhension, sans avoir besoin d'élaborer. Aux choix difficiles et aux bons endroits, a-t-il dit en levant son verre vers le mien. Le chemin de la guérison est rarement droit ou simple. Il serpente à travers les vallées sombres du doute et du chagrin, grimpe les pentes abruptes de la confrontation et du changement, et se replie parfois sur lui-même lorsque les vieux schémas se réaffirment. À chaque pas en avant, aussi petit soit-il, se construit la force nécessaire au voyage. Et la leçon la plus profonde que j'ai tirée de mon expérience est que la véritable dignité ne peut être accordée par les autres. Elle doit être revendiquée par soi-même. La violence de mon père et l'habilitation de ma mère étaient nuisibles précisément parce qu'elles cherchaient à me priver de ce droit fondamental à l'autodétermination. En m'éloignant, j'ai récupéré non seulement ma sécurité, mais aussi mon humanité essentielle. Le fait d'assumer mon propre pouvoir ne signifie pas que j'ai cessé d'aimer ma famille. Cela signifie plutôt que j'ai enfin compris que l'amour sans respect est incomplet. Que les relations doivent être réciproques pour être saines et que le maintien de mes limites n'est pas un acte d'hostilité mais d'intégrité. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve dans mes relations avec mes parents. Peut-être continuerons-nous à construire des ponts fragiles sur le fossé de nos valeurs différentes. Peut-être que les circonstances nous obligeront à nouveau à réévaluer et à nous adapter. Ce que je sais, c'est que je ne renoncerai plus jamais à ma valeur pour maintenir une fausse paix, et cette connaissance me donne une liberté que personne ne peut m'enlever. Lorsque je regarde la vie que j'ai construite sur les cendres de ce que j'ai laissé derrière moi, j'éprouve un profond sentiment de gratitude. Non pas pour la douleur qui m'a conduit ici, mais pour le courage que j'ai trouvé à partir. La force que j'ai développée en repartant à zéro et la sagesse que j'ai acquise en apprenant à m'apprécier à ma juste valeur. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre les attentes de votre famille et votre propre bien-être? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Parfois, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces luttes peut être incroyablement bénéfique. Et si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres voyages de transformation. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à le partager avec lui. Rappelez-vous que vous méritez toujours la dignité et le respect. Merci d'avoir écouté, et puissiez-vous trouver le courage d'honorer votre propre valeur, quelle que soit la forme que prendra ce voyage.